La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Coucou les gens, je suis One Pied et aujourd'hui je reçois Ed Montouriol. Ed Montouriol, vous en avez sans doute déjà entendu parler sans le savoir car il est surtout connu pour son travail en tant que traducteur et notamment pour son travail en tant que traducteur de Robert Kirkman sur The Walking Dead et Invincible. Toutes les saloperies que vous avez pu entendre dans la bouche de Negan en français, ça vient de lui et c'est pas rien. Mais c'est aussi quelqu'un qui œuvre dans l'ombre depuis des années à travers le studio Macma qu'il a cofondé. Qui est un studio qui est spécialisé dans, on va dire, la vente de services à la bande dessinée, c'est-à-dire du lettrage, de la couleur, mais aussi du scénario et de la création originale. Mais c'est aussi le cofondateur du forum Super Pouvoir, un bon forum à l'ancienne comme on les aime, que j'ai suivi pendant un petit moment en tant que lurker. Bonjour Edmond. Salut. Voilà, donc là le sujet qui m'intéressait particulièrement, c'était parler de Z United, qui est une réadaptation d'une BD qui s'appelait L'équipe Z, qui était sortie en manga, et que vous ressortez en webtoon. Moi, ma première question, c'est que le webtoon est un gros succès. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le webtoon, c'est une forme de publication de bande dessinée sur Internet qui est très très liée au format épisodique et qui se lit en scrollant pour un format vraiment adapté pour le smartphone. Et donc, la BD, elle se lit de haut en bas. Ça vient de la Corée, donc ça se lit de haut en bas et de droite à gauche. Et non, justement, ça se lit de gauche à droite. Mais les c'est Coréens... quand ça vient du Japon que ça se lit de pardon, droite c'est à moi, gauche. oui. C'est moi qui me suis planté, je dis n'importe quoi. Après, je vais faire croire que je suis un spécialiste de la bande dessinée. Bref, ça se lit de gauche à droite, oui. Parce que ça vient de la Corée. De toute façon, honnêtement, la plupart du temps, ça se lit juste de haut en bas. Bon, ça arrive qu'on ait des bulles au même niveau, mais finalement, la plupart du temps, il suffit de scroller verticalement et les bulles s'enchaînent de manière verticale, essentiellement. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire que comme il y a un grand succès du webtoon, on voit de plus en plus d'adaptations de webtoon au format papier. Je pense à Solo Leveling qu'on a lu il y a peu, nous de notre côté, et on a lu Todag aussi. Je crois que vous avez travaillé sur Todag, non ? Absolument, c'est Sarah Grassard qui fait la traduction du chinois vers le français dans notre équipe. Voilà. Pour les éditions Nazca. Et c'est vrai que au niveau du changement de format, je trouve ça assez déjà difficile, je trouve, les changements de format. Surtout quand on a travaillé au niveau du dessin quelque chose de précis qui est fait pour rentrer dans la case. Donc c'est Albert Carrère qui a fait l'adaptation. Est-ce que tu sais, lui, au niveau de s'il a eu des difficultés, s'il a dû redessiner des choses pour réussir à rentrer dans ce nouveau format ? Alors oui, absolument, il y a eu pas mal de compléments de dessin à faire, puisque déjà d'une part, comme tu l'as dit, le manga au départ, il a été conçu pour être lu au format papier, avec parfois même des doubles pages avec les dessins qui continuaient de la page de droite vers la page de gauche. Ce qui fait que quand on doit passer d'une double page à un petit écran de téléphone vertical, eh ben forcément, il faut faire tout un retravail, toute une recomposition, avec parfois même une décomposition, puisque une grande image sur laquelle il se passe plusieurs choses, eh bien, on ne peut évidemment pas la passer comme ça. Donc parfois, ça va nécessiter plusieurs zooms différents sur différents endroits de la case, de manière séquentielle, qui va raconter une histoire au sein même d'une case qui au départ ne faisait qu'une seule grande case qui était conçue pour être vue dans sa globalité uniquement, puisque le papier ne permet pas de zoomer, de dézoomer, de répéter à l'infini, alors que en webtoon, on peut répéter tout ce qu'on veut, justement. On peut réutiliser plusieurs cases, on peut prendre plusieurs, on peut cadrer certaines portions d'une case et les enchaîner différemment. Et il a fallu faire tout ce travail, justement, d'abord de démontage du storytelling, c'est-à-dire de comprendre comment avait été raconté ce manga et quels étaient les effets qu'on voulait faire passer au moment où on l'a raconté au format manga, et se dire, bon ben voilà, de quelle manière on peut redonner tout ça au lecteur qui ne sera pas le même lecteur et qui n'a pas non plus la même expérience, puisque les lecteurs de Webtoon ne sont pas du tout les mêmes que les lecteurs de manga, pour la plupart. Et donc voilà, il fallait s'adapter à la fois au format et à la culture des gens qui allaient nous lire. Justement, comment il travaille, Albert Carrère ? Il travaille en numérique ou en traditionnel ? Parce que j'imagine que de la Non, même il fait façon... tout.
Hein. En traditionnel. Il bosse à l'ancienne, hein, donc croquis, crayonné poussé, ancrage à l'encre de Chine, tout ça sur papier, et ensuite scan. Et après, par contre, il va faire beaucoup de retouches numériques, parce qu'il a quand même tout l'équipement pour bosser en numérique, mais il est quand même beaucoup plus rapide sur papier, tout simplement parce qu'il a appris à dessiner comme ça. C'est son métier depuis toujours, et quand on a des habitudes et une certaine efficacité en papier, bah, c'est compliqué de s'en éloigner et d'être performant sans utiliser ses outils de prédilection. Et donc, il a toujours cette préférence pour le numérique, pour le numérique, pardon, pour le traditionnel. Le numérique intervient uniquement à partir de la phase des retouches, c'est-à-dire qu'une fois que l'ancrage a été terminé, cet ancrage est numérisé et là, toutes les retouches vont être faites directement à la tablette numérique, Ouais. ainsi bien sûr que les trames. Oui, nettoyage Enfin, de les trames. planches. Du Oui. coup, il y a pas de trame sur les webtoons, puisque justement, il a fallu enlever les trames qui étaient sur le manga et à la place mettre de la couleur. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que le webtoon est aussi un format couleur la plupart du temps. Il y en a des noirs et Tout blancs, à mais c'est fait. vrai qu'on est plutôt sur de la couleur. Euh, Alors, quand il y en a des noirs et blancs, c'est uniquement parce que justement, ce sont des webtoons qui, la plupart du temps, adaptent des mangas. Au tout départ de l'histoire des webtoons, les webtoons n'étaient que des rediffusions et du redécoupage de mangas. C'est pour ça qu'ils étaient en noir et blanc. Maintenant, aujourd'hui, tous les mangas, tous les webtoons natifs sont en couleur. Quand je dis tous, on va dire 99%. Il y en a toujours, évidemment, il y aura toujours une exception, hein. Mais en tout cas, le format et les lecteurs exigent des couleurs. Bah, je t'avoue que quand j'ai vu les premiers webtoons couleur, j'ai eu l'impression, ça m'a fait un peu le même effet que quand Steve Olive est arrivé sur du Image Comics avec la couleur numérique, où d'un coup t'en prenais plein la gueule, tu savais pas d'où ça venait. Euh, voilà, ça m'a Alors un ouais, peu. Steve Olive, c'était surtout lui qui a colorisé les premiers Akira, et donc Oui c'était ça qui aussi. était intéressant. C'est-à-dire Mais que pour Akira, au départ, Sur Akira, il était vachement plus subtil quand même que ce qu'il a fait après chez Image. Hein. ce qu'il Genre, colorisait sur les trames existantes, et du coup, il pouvait pas faire tout ce euh, qu'il voulait. Alors qu'effectivement, quand il est arrivé avec sa boîte Holyoptics, euh, effectivement, bah, c'était le tout début de la couleur sur Photoshop. C'était encore autre ouais. chose, hein. Et donc, enfin, en gros, tout le monde découvrait les effets. Et bah voilà, il y en a qui se faisaient plaisir, hein, Ah, Mais c'était pas tellement Steve Olive, hein, c'était ouais. Oui. surtout Liquid. Liquid, eux, ils mettaient vraiment la dose au niveau Ah, effets spéciaux. j'ai revu mes premiers spawns. Ça pique un peu les yeux quand même. Pour une BD qui était censée être un peu sombre, tu fais waouh! Le vert fluorescent, il le maîtrise à donf. Ouais, c'est possible. Je t'avoue que Euh, je les ai plus forcément en tête, c'est parce que je les ai lus quand ils sont sortis, et oui, donc c'était je les ai pas trop relus depuis il y ceux-là. a 30 ans, presque. Ben oui, c'est vrai. Non, mais pas presque, c'était il y a 30 C'est ans, hein. ça, 30 ans. Oui, c'est ça, 91. Image, c'est... 91. Non, non, t'as 91. raison, c'était... Enfin, je crois que ça a commencé fin 91. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça a commencé fin 91 ou début 92? J'avoue que là, je me mélange un peu. Je sais que j'étais à la fac, donc je me souviens, mais voilà. J'ai plus le mois exact en tête. Bref, pour revenir au sujet, de la même façon, d'un point de vue scénaristique, sur du webtoon, il y a un découpage très chapitré. Est-ce qu'à la base, l'équipe Z avait été chapitrée comme du manga, ou est-ce que, je n'ai pas lu l'original, hein, j'ai lu les premiers Eh bien, chapitres de DVD. tu seras puni pour Ouais, ça. je sais. Donc, je vais te répondre, hein. C'est très simple. Bien sûr qu'on avait chapitré l'équipe Z comme un manga, donc comment dire, chaque chapitre du manga avait une durée précise, c'est-à-dire 19 pages, enfin une Longueur, ouais. pagination, donc 19 pages, et le premier était un double, il faisait donc 38 pages, ce qui fait que, ou 39 pages, je sais plus, enfin bon, en gros, on était sur une vingtaine de pages par chapitre et 40 pour le premier, et tout simplement, hein, on s'est pas compliqué la vie, on a réutiliser les mêmes chapitres pour le webtoon, ce qui fait qu'on a un webtoon dont les épisodes sont très très longs. Je me souviens que Oui, parmi les premiers retours des lecteurs, les mecs, ils hallucinaient d'avoir des chapitres aussi longs. Traditionnellement, le webtoon, c'est beaucoup plus court. Et donc nous, bah, forcément, c'est même pas juste beaucoup plus court, parce qu'à la limite, en termes de cases, on pouvait être considéré comme un webtoon long, comme d'autres webtoons longs. Par contre, nous, le nôtre était très bavard, il y avait beaucoup de texte, alors que finalement, ça reste un webtoon de foot, hein. Mais le public de webtoon n'est pas habitué à lire autant que le public du manga. C'est vraiment, justement, faut pas oublier, qu'on parle pas du tout à la même démographie. Et et, donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Ouais. et de la même façon, hein, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on retrouve quelque chose de très sériel. Hein. J'avais l'impression de regarder
de la vieille série avec à chaque début d'épisode, tu as quelques centimètres, on va parler en centimètres, je sais pas, on peut pas parler en pages, je sais pas comment on peut Ouais. définir les choses, quelques Ouais, quelques centimètres, cases. voilà, quelques cases dans l'épisode précédent, où on nous rappelle, Ouais. pour arriver dans la situation, ça finit sur des cliffhangers toujours très, très, très marqués, en tout Oui. cas. D'ailleurs, Euh, ça va être la grosse différence de la saison 2, parce que là, on a publié donc toute la saison 1 de Z United, euh, qui reprend donc les trois premiers tomes du manga, c'est-à-dire 26 épisodes en tout. Et pour la saison 2 qu'on est en train d'écrire en ce moment, on a pour consigne très claire de la part de Never Webtoon, qui est donc la plateforme qui édite Z United, on a pour consigne de donner un maximum enfin d'imposer un maximum de cliffhangers à la fin des épisodes pour que justement les lecteurs aient cette impression et ce besoin de lire la suite, de revenir et même comment dire, d'être en haleine d'un épisode à l'autre pour que ça puisse même générer des discussions entre fans pour se demander ah bah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Ah, moi j'aimerais qu'il se passe ça. Ah non, moi je préférais qu'il se passe ça. En gros, pour que les mecs, que les lecteurs soient tout le temps sur la brèche. Et donc, quand tu dis que justement, tu avais cette impression de retrouver dans, comment dire, à l'époque des vieux serials, où justement, il y avait ce besoin de cliffhanger à la fin, ben là, c'est exactement ça. C'est ce qu'on nous demande. Et donc là, en gros, ça a été repris sur une plateforme de Webtoon. Quel est le modèle économique justement pour ce Webtoon? Parce que moi j'ai pu lire gratos une bonne partie du truc, j'ai pas tout lu encore, mais Ouais. Alors, c'est très simple. Le modèle économique, il y a deux questions à se poser, hein. Quel est le modèle économique d'une part de la plateforme et d'autre part, quel est le modèle économique des auteurs? Nous, on est bon, du côté auteur. désolé. Euh, Notre business, c'est pas de savoir comment la plateforme se finance. Nous, ce qu'on sait, c'est que on est payé à l'épisode. Pour chaque épisode, on a négocié un budget. Et en début de saison, on dit, bon, ben voilà, la première saison, on va faire 26 épisodes. Voilà combien on va gagner pour chaque épisode. Et maintenant, on fonce. Et donc, c'est pareil pour la deuxième saison. C'est une négociation, c'est un tarif, et après, on fonce. Ensuite, il y a d'autres moyens de revenus qui vont être, par exemple, une participation. Enfin, on peut toucher des revenus sur la publicité, des revenus annexes, je veux dire, sur la publicité qui va être diffusée au milieu, enfin pas au milieu, mais à la fin des épisodes. Il y a des encarts pubs qui peuvent permettre aussi d'augmenter les revenus des auteurs. Alors pour l'instant, nous, ça ne nous concerne pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Oui, mais après, évidemment, là, on parle bien sûr de gros cartons, ce qui n'est pas encore le cas de Z United, mais bon, je ne désespère pas. Il y a deux manières de gagner plus d'argent avec un webtoon. Premièrement, c'est son exportation à l'international, puisque à partir du moment où ton webtoon il passe à l'étranger, tu repasses à la caisse, quoi, hein, c'est normal. oui. Donc si par exemple Z United sort sur la plateforme allemande, je vais toucher du fric parce que c'est diffusé en Allemagne. Pareil si ça sort sur la plateforme américaine, etc. Et puis il y a aussi tout simplement le nombre de visiteurs. Alors là, je peux pas te donner de chiffre parce que je n'ai pas ce chiffre-là. Mais donc pour l'instant, on a à peu près, je dirais, 13 000 et quelques abonnés à Z United, ce qui est pas mal hein, finalement pour un webtoon de sport. Bah, sans aller Et donc, jusque-là, faire 13 000, un public de 13 000 personnes pour une BD en soi, si on compare au en plus, papier, hein, c'est très honnête. Hein. Euh, oui, oui, puis c'est 13 000 abonnés, hein, ça veut dire qu'il y a voilà. aussi d'autres gens qui le lisent, mais sans être abonnés. Donc je sais pas combien on fait en lecture, mais bon, peu importe, enfin, c'est pas vraiment peu importe, c'est moi j'ai tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens. Mais ce que je veux dire, c'est que plus il y a de gens, au bout d'un moment, tu vas franchir un seuil au-delà duquel la plateforme va te dire, bon, bah là, tu vois, grâce à toi, je fais tant de chiffres, ou tant de bénéfices, ou tant de trafic, et en gros, ça m'intéresse. Donc puisque tu es comment dire, un élément important de notre offre de valeur pour nos lecteurs, eh bien, on va te rémunérer en conséquence, on va augmenter tes revenus. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là parce que même si moi je suis très content d'avoir 13 000 abonnés, ça ne veut pas dire que c'est un gros succès au niveau de la plateforme. Donc là, forcément, il va falloir encore qu'on aille chercher d'autres abonnés. Mais c'est pour ça que justement, on fait beaucoup d'efforts sur la promotion en dehors des canaux habituels des plateformes de webtoon, parce que justement, nous, notre public, il n'est pas forcément lecteur ni de manga ni de webtoon. Le public que nous, on veut viser, c'est surtout un public amateur de foot. Tu vois, c'est le même genre de public qui, il y a quelques années, regardait Olivier Tom à la télé ou comment dire, ou je sais pas moi,
Galactic Football ou peu importe, mais en gros, ce sont des gens qui aiment le sport ou le foot à la télé, et à la télé ou sur un écran, quoi, hein, et qui vont se dire, ah bah tiens, je vais m'intéresser à ce produit spécifique qui est un produit de foot, mais qui va se lire. Et ce public-là, il n'est pas forcément évident à toucher, mais par contre, une fois qu'on l'a touché, il peut rester fan pendant des années. Moi, je suis toujours fan d'Olive et Tom, donc Captain Tsubasa, et je croise encore des mecs de mon âge qui sont fans aussi. Oui, il y a toute une Et génération. voilà. Même moi qui n'ai jamais été fan de foot, je connais assez bien Olivier Tom parce que à l'époque, comme on n'avait pas le choix de ce qui passait à la télé, on regardait quand ça passait, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Au niveau écriture, justement, tu vas sur une saison 2 où donc bah, vous allez pouvoir vraiment écrire pour le format webtoon. Toi, ça change beaucoup tes habitudes d'écriture. Déjà sur la longueur des chapitres, tu parlais tout à l'heure des cliffhangers que tu vas devoir imposer un peu plus. Sur peut-être les previously, est-ce qu'ils vont être plus développés? Est-ce que ça te change vraiment ta façon d'écrire et de travailler? J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup d'usage du copier-coller de cases, hein, parfois de dessins qu'on Ouais, retrouvait derrière. Est-ce que c'est des choses que tu vas prendre en compte dans ton écriture et est-ce que c'est pour toi une nouvelle façon de travailler? Est-ce que ça change ouais, beaucoup de choses? complètement. Complètement, parce que effectivement, dans la BD traditionnelle imprimée, c'est assez mal vu de réutiliser tes cases à l'infini, de réutiliser le même dessin quatre fois de suite, alors que là, bah, dans le webtoon, non seulement c'est courant, mais c'est même encouragé presque, parce que le but c'est d'aller vite. On parle quand même d'un épisode par semaine, donc il faut les tomber ces épisodes. Donc il faut pas s'interdire, au contraire, de réutiliser des cases. Nous, notre but, c'est justement de permettre à Albert Carreras, qui est notre dessinateur, de pouvoir aller vite et d'être efficace. Et je préfère qu'il fasse un super beau dessin qu'on va réutiliser trois ou quatre fois, plutôt que de faire quatre dessins vite faits, bah, voilà, qui seront des dessins différents, mais qui seront pas, comment dire, dont on va pas optimiser l'utilisation. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème parce que ça fait partie des codes narratifs du webtoon. Donc on a le droit de réutiliser des cases ou de recadrer ou de zoomer, dézoomer, de faire ce qu'on veut. On a le droit de les coloriser différemment, etc. pour donner un peu de différence malgré tout sur, bah, je sais pas, on peut imaginer que le même dessin, bah, tu le colorises, tu mets un filtre nuit et hop, c'est la nuit. Et tu vois, c'est la même chose, mais c'est c'est un décor qui indique que qu'on est au même endroit, mais c'est la nuit au lieu d'être la journée. Enfin bref, tout ça, on a. C'est même pas qu'on n'aura pas de scrupule à l'utiliser, c'est que ça fait partie des codes qui sont acceptés et qui sont encouragés. Et sinon, bien sûr, comme tu le disais, on va faire un petit previously peut-être en début d'épisode, mais à la limite, je sais même pas si on va vraiment le faire, ça. Disons qu'on peut le faire, mais là-dessus, je t'avoue qu'on s'est pas vraiment posé la question pour l'instant. Pour nous, notre priorité, c'est surtout de trouver des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Alors pour l'instant on y arrive. On va voir à la fin quand on aura écrit toute la saison 2. On n'a pas encore fini d'écrire. Et nous on veut vraiment faire un truc nickel, donc on veut pas commencer, on veut pas lancer le dessin tant qu'on n'a pas complètement terminé notre saison 2 à l'écrit, parce qu'on veut être sûr que chaque épisode soit complètement optimisé au niveau euh, éléments qu'on veut insérer. C'est-à-dire que si on a une super idée pour le 26e épisode de la saison 2 et que cette idée, elle a besoin d'avoir été, comment dire, Annoncer, développer, initiée, voilà, ouais. voilà, il faut qu'elle soit initiée, qu'il y ait une petite accroche, par exemple dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 7, bah après on serait bien dégoûté si on pouvait pas, enfin si ça n'avait pas été fait. Alors un autre avantage du webtoon, c'est qu'on peut tout à fait corriger les épisodes en cours de route. Alors c'est un peu l'arnaque pour les gens qui ont lu le quatrième épisode et qui vont pas forcément penser à le relire et ils vont pas comprendre d'où vient cette surprise au 12e épisode, alors que les gens qui auront lu le quatrième épisode dans sa version retouchée, bah, eux ils comprendront. Donc là, j'avoue que je sais pas encore trop comment me positionner par rapport à ça, mais en tout cas je sais qu'on peut corriger les épisodes en cours de route. D'ailleurs, ça nous est arrivé de le faire au niveau orthographique parce que de temps en temps il y a une coquille qui passe, on se dit ah bah non merde, il faut Toujours des qu'on mette coquilles. Il y a autre toujours chose. des coquilles qui passent. Voilà. Mais ça, c'est un des gros avantages. On peut justement corriger des dialogues en temps réel. Dès qu'on voit la modif à faire, bah, paf, on peut l'envoyer. Maintenant, ouais, au niveau de l'écriture, je dirais que on, on sait enfin, moi, à titre perso, ça va être mon premier webtoon qui sera écrit de manière native, puisque jusqu'à présent, on avait travaillé sur l'adaptation. Donc, même s'il y a eu un travail d'adaptation, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Là, on va être beaucoup moins. Disons que
Voilà, quand tu achètes un manga, tu achètes, par exemple, quand tu achetais l'équipe Z, tu achetais 8 tomes d'un coup, 8 tomes, 8 chapitres d'un coup. Ce qui fait que si tu n'avais pas de cliffhanger entre le chapitre 3 et le chapitre 7, c'est pas grave, de toute façon, ton lecteur, il l'avait acheté, donc il allait le lire, c'était son problème. Il allait pas s'arrêter en cours de route, et à la limite, s'il Mais s'arrête en cours de route, il c'est pas grave, il t'a quand même acheté ton manga. il n'y avait pas une Alors que là, prépublication il y avait pas une prépublication de l'équipe Z? non, 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 ouais, parce là, que voilà, il n'y parce a que pas eu de le prépublication. cliffhanger a un sens dans le sens de la prépublication. Là, disons que le chapitrage était un peu artificiel pour le coup dans le manga. Oui et non, C'était pour c'était, reprendre des codes, quoi. Ouais, c'est comme quand tu achètes un roman, hein. Quand tu achètes un oui. roman, il a plusieurs chapitres aussi, et c'est pourtant c'est pas artificiel, c'est comme ça. Ça fait partie, comme tu dis, des codes. C'est aussi pratique, c'est un bon endroit pour s'arrêter de lire. Par exemple, je sais pas, si Oui. t'es, quand tu es un gamin que tu mets, je sais pas moi, une journée à lire un manga, bah, tu es peut-être content de pouvoir t'arrêter à la fin d'un chapitre parce que c'est l'heure d'aller manger ou parce que c'est l'heure de dormir. Alors que nous, effectivement, bon, quand t'es adulte, tu commences un manga, bon, bah, tu le finis parce que t'as pas que ça à foutre. Sauf si, bien sûr, t'es dans le métro et que c'est l'heure d'aller bosser et que il faut s'arrêter. Ouais, Donc, ça c'est arrive. quand même bien d'avoir des pauses, quoi. Hein, Donc, en tout cas, pour le webtoon, là, c'est le même principe, hein. Il y aura des chapitres, mais par contre, ces chapitres-là, on va s'obliger, on va se forcer à mettre des cliffhangers. Et puis, en plus, c'est marrant, ça nous oblige justement c'est un petit peu comme si on concevait, c'est comme si on était des concepteurs de manèges dans les parcs d'attractions. Pas de manège, mais de montagnes russes, par exemple. Et on imagine l'histoire qu'on va raconter, mais on sait qu'à chaque fois, à un moment, il faut qu'il y ait un tournant, il faut qu'il y ait une chute, enfin pas une chute, pas un mec qui tombe du, oui. du wagon, mais une chute, quoi, Tu pourrais au moment aussi. où un plongeon, quoi. Il faut que les gens vivent une expérience il faut qu'ils s'en prennent plein la gueule. Ils sont pas là. Disons que la concurrence est très très dure, hein, sur les webtoons. Les, les studios coréens font des épisodes qui sont vraiment pleins de rebondissements avec donc une clientèle, enfin un lectorat qui est très très habitué justement à être secoué. Et si toi tu arrives avec un truc tranquille pépère, ben finalement tu vas sans doute plaire au lectorat manga ou au lectorat bah, qui est pas forcément habitué à ne lire que des webtoons, mais le lectorat webtoon, qui est quand même le lectorat auquel on a accès quand on est sur les plateformes de webtoon, bah, ce lectorat-là qui lui a été bercé et ne lit quasiment que de ça, bah, ce lectorat, je peux te garantir que si tu lui en mets pas plein la gueule très vite, et bah, il va t'oublier, il va passer à autre chose. Et bah, c'est pas du tout ce qu'on veut, puisque nous, notre but, c'est de pouvoir continuer à raconter notre histoire. Et pour ça, on a besoin d'être suivi par de nombreux lecteurs. Je me rends compte qu'on n'a pas encore un peu pas parlé du scénario. On a dit que ça parlait de foot, on a dit que c'est du webtoon, mais on n'a pas été Ouais, très loin. De ce que j'ai lu, hein, j'ai lu que le début pour le moment. C'est un format très standard sur la BD de sport, hein. On est dans de la BD japonaise de sport très classique, avec le jeune avec du ouais, talent qui se trouve tout à fait. une équipe de bras cassés qui va aider à monter vers la victoire, en rencontrant des adversaires, Je j'imagine, crois que toujours je. de plus en plus forts. Ouais. Comment est-ce que toi, justement, pour éviter d'être trop dans le cliché, est-ce que tu penses que ta BD se démarque de ce genre, ce type d'histoire-là, ou est-ce qu'au contraire, tu assumes totalement d'être dans ce genre très cadré? Alors ouais, d'une part, nous on voulait vraiment. Alors je dis nous parce qu'on est deux co-scénaristes, hein. J'ai Oui, écrit ce manga avec Daniel Fernandez, qui est aussi un gros fan de foot et un supporter des Girondins comme moi. Euh, donc oui, dès le départ, on a voulu s'insérer dans ce cadre du shonen de sport. On avait plusieurs modèles, dont évidemment Captain Tsubasa. Alors, est-ce qu'on a comment se situe notre différence, enfin notre différence, comment on essaye de se démarquer, voilà. Alors nous, c'est pas notre but enfin on veut pas se démarquer pour se démarquer. En revanche, nous ce qu'on voulait, c'était respecter tous les codes du shonen de sport, mais à la sauce française, c'est-à-dire que pour nous c'était vachement important que ça se passe en France, d'une part, que ça se passe à Bordeaux parce qu'on est bordelais, et même si c'est pas les Girondins de Bordeaux, c'est une équipe fictive de Bordeaux, et toutes les scènes qui se passent en ville, eh bien, on reconnaît la ville de Bordeaux. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas de Bordeaux, ils ne se rendent pas compte, mais tous les Bordelais, ils hallucinent parce qu'ils voient la place de la Victoire, ils reconnaissent le tramway bordelais, ils reconnaissent la place de la Bourse, ils reconnaissent la fontaine qui est sur la place de la Bourse, ils reconnaissent la rue Sainte-Catherine, ils reconnaissent plein d'éléments typiques de la ville. Et après tout, même celui qui est jamais venu à Bordeaux, il reconnaît quand même des éléments de décor d'une ville française. Donc il se dit pas, tiens, c'est au Japon. Il se dit pas, tiens, c'est dans une ville que j'ai jamais vue. Il se dit, ah bah ouais, c'est quand même, ça se passe quand même en France.
Donc d'une part, il y avait vraiment ce décor qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et d'autre part, le public, enfin pas le public, les personnages. Les personnages, ils sont typiquement français. N'importe qui a déjà joué au foot dans sa vie en France, ou qui est allé sur les bords de terrain. Alors je parle pas forcément des équipes professionnelles, mais encore pourquoi pas. Mais en tout cas, celui qui allait voir des matchs de foot amateur sait qu'une équipe de foot, c'est pas comme dans Olivier Tom où t'as que des Japonais. Et encore, tu sais que c'est des Japonais parce que c'est un dessin animé japonais, mais techniquement, enfin, ils ont à peu près tous le même profil. Alors que dans le foot, dans le vrai foot en France, bah, ce qui est bien, c'est que justement, tu as toutes sortes de profils, tu as toutes sortes d'origine ethnique, d'origine géographique, d'origine sociale. Le foot, c'est la mixité sociale parfaite où chacun a son rôle à jouer. D'ailleurs, même le foot, c'est un des rares sports où finalement il n'y a pas de profil typique. Alors, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être costaud, tu peux être juste rapide. Et c'est justement cette possibilité, enfin ces possibilités physiques qui font que le foot est justement riche en diversité. Et donc nous, on voulait représenter ça. C'est pour ça que dans l'équipe Z, il y a, enfin dans Z United, donc il y a énormément de différences entre les joueurs. Pourquoi le changement de nom d'ailleurs de la série? Alors, pour plusieurs raisons, je dirais que alors, je vais pas toutes les citer, mais un des avantages énormes d'appeler cette BD Z United, c'est que justement, je t'en parlais tout à l'heure, un de nos objectifs, c'est d'être vendu, enfin d'être vendu pour l'instant c'est gratuit, hein, mais d'être publié à l'étranger. Et bon, bah, l'équipe Z, ça marche uniquement en français. Alors que si on appelle Z United notre webtoon, eh ben, tout le monde va comprendre qu'on parle de foot parce que bah, ça va rappeler deux grandes équipes qui utilisent United dans leur nom. On garde le Z qui était hyper important pour moi parce que d'une part, c'était un hommage à l'équipe Z de Cobra dans la saga du rugby. Et puis c'est vraiment l'histoire de justement tous ces gens qui sont rejetés, qui arrivent pas à être dans l'équipe A, dans l'équipe B, dans l'équipe C. Et ben, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur dit, moi je m'en fous, moi je fais l'équipe Z avec tous les mecs qui ont été rejetés. Donc je voulais garder ce Z dans le titre. Donc voilà, Z United. Et pourquoi United? Parce que justement, ils sont tous unis. C'est vraiment l'unité, l'amitié, la solidarité. Donc je voulais garder ce, ce mot, en fait, ce mot, cette notion d'unité, justement. Et donc, Z United, ça va être compris dans le monde entier. On va presque comprendre que ça parle de foot avant même d'avoir lu le webtoon. Et bah voilà, quand tu vas le lire en tant qu'Allemand, enfin, je veux dire, si tu es un Allemand, si tu es un Anglais, si tu es un Espagnol et que tu vois un truc qui s'appelle Z United, tu te dis, bah tiens, ouais, ça doit être une équipe de foot qui est composée de tous les mecs qui n'ont pas réussi à être dans l'équipe A et dans l'équipe B, dans l'équipe C. Donc je me dis, finalement, c'est un titre qui est à la fois, qui parle de lui-même, qui explique un peu ce que c'est. Il fait lui-même partie du pitch quelque part. Donc, et puis surtout, voilà, il est compréhensible dans toutes les langues. Et ça, c'est vachement pratique. Ouais, plutôt intéressant vu pour le format webtoon. Est-ce que chez Macma vous avez d'autres projets de webtoon? Ou est-ce que pour le moment ça Absolument. reste. Oui, donc c'est pas une expérience isolée. Ouais, ouais. Ouais, vous avez d'autres Non, non, projets? c'est même un coup de... Bah, comme tu l'as dit dans ton introduction, MACMA, nous, alors on existe depuis 20 ans et en 20 ans, on a vachement évolué dans notre philosophie. Au début, on avait créé le studio pour être en fait non pas un studio, mais un éditeur. On voulait éditer nos propres BD de super-héros. Il se trouve que le marché tel qu'il était et tel qu'il est aujourd'hui, de toute façon, n'était pas prêt, enfin, n'était pas fait pour vendre des BD de super-héros créés en France par des Français euh, donc auprès du public français, auprès des lecteurs. Et nous, on avait de toute façon pas le niveau pour faire ça à l'époque. Donc on s'est planté, on a dû se remettre en question, et d'ailleurs on s'est toujours remis en question, on a toujours réévalué notre fonctionnement, et il se trouve que on a trouvé un équilibre en devenant le principal studio d'adaptation de bande dessinée américaine pour le marché français. Quasiment plus d'un comic book américain sur deux passe entre nos mains avant d'être lu en France. Donc ça veut dire que on s'occupe soit de la traduction, soit du lettrage, soit des deux, soit de la relecture, soit du packaging, enfin peu importe, mais de très très nombreux comics, que ce soit Marvel, DC, Image Comics, enfin tous les indépendants, etc. Sans aller Il y en a jusque-là, beaucoup hein, qui passent. même dans de la franco-belge, il me semble que je vois passer régulièrement sur du lettrage. Oui, on fait beaucoup de lettrage franco-belge aussi, absolument, et de la colorisation aussi d'ailleurs. Et enfin bref, voilà, on est devenus des prestataires de services, même si voilà, il nous arrive également bien sûr de créer nos propres histoires en tant que scénariste, dessinateur, etc.
Ouais, disons que prestataire de Donc, service, j'imagine, là, je vois un peu aussi la situation économique des auteurs. Le côté prestataire de service, ça permet d'assurer aussi de quoi manger à la fin du mois et de se laisser le temps de c'est travailler exactement sur ça. d'autres projets, Euh, plus voilà, d'auteurs derrière, quoi. on en parle beaucoup, enfin, ou on en parle, enfin, je sais pas si le grand public est au courant, mais en tout cas, les auteurs de BD le savent très bien. En France, plus d'un auteur de BD sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Donc, nous, on a vraiment besoin pour aider les auteurs qui collaborent avec Macma, bah, de leur proposer un maximum de boulot. Et par exemple, si tu es dessinateur, mais que tu n'as pas tout le temps du boulot en tant que dessinateur, bah, tu peux à côté être lettreur, tu peux être coloriste, tu peux avoir. Et puis, pareil d'ailleurs, si tu es traducteur, enfin si tu es scénariste, tu peux être aussi traducteur, tu peux être relecteur, tu peux avoir d'autres activités. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer à l'ensemble des gens qui bossent avec nous, c'est de leur dire, écoute, quand tu viens chez Macma, bah, on va faire en sorte de te filer un maximum d'opportunités pour gagner ta vie dans la BD. Euh, bon, bref, voilà, tout ça pour dire que Macma, notre boulot, c'était ça. Et depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi, on va dire, notre activité numérique, qui était quasi égale à zéro pendant des années, a complètement explosé, puisque avec l'arrivée des webtoons, on s'est mis à en faire de plus en plus, donc de la traduction depuis le coréen, le japonais, le chinois pour le français, d'une part, et le lettrage également de tous ces webtoons qu'on traduisait. Ce qui fait que aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est-à-dire en décembre 2021, on adapte à peu près entre 2500 et 3000 épisodes de webtoon par mois. Ah oui, Alors, pas par an, hein, je dis par mois. c'est pas mal. C'est colossal. Oui, c'est énorme. On est le plus gros studio d'adaptation de webtoon en Europe. Vous êtes combien à Macma en tout? Là, en ce moment, alors en termes de salariés, on est une quinzaine de salariés et en termes de freelancers, on est entre, ça dépend, mais on va dire qu'on est un peu plus de 250 en ce moment. D'accord. C'est vraiment, ouais, je disais, c'est vraiment le côté métier de l'ombre, quoi. On s'en rend pas compte quand tu fais de la Exactement. bande dessinée qu'il y a On- autant de monde derrière qui travaille et qui fait un truc de fou. Moi, c'est des trucs que j'adore quand je m'intéresse à la BD, c'est de dire, non mais vous vous rendez pas compte tous les gens qui font ce boulot derrière, quoi. Ah bah c'est sûr que ça se fait pas par magie, hein. Donc nous on le voit passer tout ça. C'est pour ça que quand je te dis que on est un gros studio, c'est parce qu'effectivement on bosse sur énormément de projets tous les mois. Et alors donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que notre activité Webtoon aujourd'hui, elle représente quasiment, je dirais, 60% de ce qu'on fait chez Macma. Ce qui veut dire que bah nous, même si le monde de la BD a l'air de découvrir le truc plus ou moins en ce moment, nous, ça fait 2 ans qu'on est vraiment au courant de ce qui se passe sur ce format-là. Et quand je dis ça, on savait aussi que ça existait avant, hein. On a vu arriver Dailytoon quand ils se sont lancés, Ouais. euh, mais le marché avait pas du tout explosé comme maintenant. Le marché a vraiment commencé à exploser il y a 2 ans. Et bon, ben, nous, on en a profité. On est monté dans le premier train qui démarrait à fond la caisse, quoi. Ouais, Et on a tout fait pour y rester. Pardon? Il manquait les premiers gros succès en France qui donnent envie aux gens de s'intéresser plus au format et de rester dessus, en fait. J'ai Je l'impression pense que que j'ai, ouais. surtout ce qui manquait, c'était de la concurrence, tout simplement, parce qu'au départ, Dailytoon était installé et a mis quelques années avant de devenir rentable. Ils ont enfin trouvé un équilibre économique en devenant de plus en plus rentable. Et c'est à ce moment-là que d'autres acteurs sont arrivés sur le marché en se disant, ah bah tiens, finalement, le marché français, il est mûr. Maintenant que, que Dailytoon a travaillé le truc pendant des années, on peut y aller parce que le lectorat a été éduqué et on peut proposer nos projets et gagner notre vie avec ça. Et à ce moment-là, ben, voilà, ça a été comment dire, un peu la ruée vers l'or. De nombreuses plateformes étrangères sont venues s'installer en France et certains éditeurs français ont également lancé leur propre plateforme. Là, je pense par exemple à la plateforme Verytoon qui a été lancée par Ouais. Delcourt. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a énormément de plateformes, il y a énormément d'opportunités pour bosser dans les webtoons. Enfin, pour bosser, si tu bosses dans l'adaptation, parce que si tu bosses dans la création, tu peux bosser dedans très facilement, parce que Ouais. tu vas pouvoir te faire éditer. La vraie question, c'est est-ce que tu vas gagner ta vie? Et là, c'est une autre question. Ça, c'est- Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que justement, le marché de demain, il est là. Et d'ailleurs, c'est même le marché d'aujourd'hui, en fait. Et donc, moi, si je veux créer un concept de bande dessinée qui va être encore lu dans 10 ans et qui va, comment dire, continuer à toucher des lecteurs, à recruter des lecteurs et qui va être pérenne et qui va permettre aux auteurs qui bossent dessus bah, de gagner leur vie et de pas se faire du souci pour le lendemain, eh ben, je pense que le format sur lequel il faut miser en ce moment, c'est le format Webtoon, sachant que nous, vu qu'on sera à l'origine de la création du webtoon, on peut tout à fait se dire, dans le cahier des charges de la création du début, se dire, bah voilà, nous, on va faire en sorte d'avoir un storytelling qui permettra à la fois un scrolling vertical sur téléphone et
un redécoupage pour publication manga papier ultérieure, par exemple 2 ans ou 3 ans après, euh, Ouais, si ça et se marche. Ouais. servir de la notoriété. Voilà. En gros, si on arrive à avoir un petit carton avec un webtoon, on pourra toujours se dire, bon ben voilà, de la même manière que Solo Leveling, ils arrivent à en vendre 100 000 en France, ben nous Alors on va qu'ils se ont dire merdé aussi, la mais si couleur on sur le arrive à premier avoir... tome. Ouais, voilà, enfin, Ils ont, si on ils peut ont... cartonner nous aussi sur plusieurs formats, ben, on va pas s'en priver. Le... Bref, non, je finis juste Ouais, pour te vas-y. dire que en ce moment, on a donc plusieurs projets de webtoon en cours de préparation. On en a un qui s'appelle Last Seduction, qui est un webtoon, on va dire, c'est une romance en fait. Donc, je t'en dirai pas plus parce que bah, on va laisser la surprise au lecteur. Et il y en a un autre qui s'appelle Zeitnote, qui est en fait la reprise Ouais, je d'un connais. manga que je faisais en 2007, qui était un manga qui se passait dans un lycée, et on suivait les aventures de Tristana dans son club d'échecs. C'était le premier manga au monde qui parlait du jeu d'échecs. Il se trouve que depuis, il y en a eu d'autres, mais bon, en tout cas, à l'époque, j'étais le premier. Et donc, on va faire une version webtoon de tout ça. Là, il s'agira pas d'une adaptation où on va pas reprendre les planches du manga. On va juste remixer le concept en quelque sorte, refaire les character design avec Deux d'autres auteurs. Ouais. dessinateurs. Donc, on est en train de travailler dessus en ce moment et on va voir où ça nous mène. En tout cas, voilà, ça c'est les deux, enfin c'est ces deux projets dont je peux te parler. On en a d'autres en cours de préparation et on va vraiment mettre, on va dire passer la deuxième en fait à partir de 2022 avec un gros développement de plusieurs webtoons. Mais ça, on fera une communication spécifique à ce sujet, mais ça va être énorme. J'ai l'impression, alors je sais pas si tu me corrigeras peut-être, hein, que le webtoon, moi j'ai commencé à m'intéresser dès que c'est sorti, parce que je me suis toujours intéressé au format numérique, mais j'ai pas accroché du tout parce qu'on ne trouvait quasiment que de la romance, j'ai l'impression au départ. Ce qui est un genre que j'aime bien, mais il y avait tellement de choses à défricher pour trouver le truc sympa. C'était pas Ouais. évident. J'ai l'impression que c'est un peu le même effet que le manga, où moi j'ai commencé à lire du manga à la fin des années 90, on va dire, un petit peu, ouais, milieu des années 90, où on avait que du shonen, et au bout d'un moment j'en avais marre de lire un peu toujours le même type d'histoire. Euh, on a l'impression qu'en fait on a eu une première vague de traduction d'un genre spécifique qui marchait bien et que ça y est, on est déjà, en tout cas sur le webtoon, en train d'arriver à la deuxième vague où on s'ouvre à d'autres genres, ce qui permet d'élargir vachement le public. Est-ce que tu as eu un peu ce même genre de sentiment? Parce que pour moi, vraiment, le webtoon, au début, j'ai l'impression que c'était que de la romance, quoi. Mais aujourd'hui encore, c'est que de la romance. Même un succès comme Solo Leveling, il est très très, je dirais, étonnant. Les séries qui cartonnent, c'est vraiment les séries de romance. Donc tant mieux pour Solo Leveling. Et puis je vais pas, c'est très très bien pour le marché que ce genre de série ait du succès à la fois en webtoon et en format imprimé. Alors je pourrais pas te sortir les proportions, hein, mais en tout cas une chose est sûre, tous les plus gros cartons de webtoon sont vraiment de la romance. Mais c'est pas un hasard. Le lectorat webtoon, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas du tout le même que le lectorat manga. Déjà pour commencer, il y a encore plus de filles qui lisent des webtoons que dans le manga. Dans le manga, on était à peu près sur un espèce d'équilibre. Je crois que c'était peut-être 50-50. Peut-être il y a peut-être un peu plus de mecs qui lisent des mangas que de filles, mais c'était à peu près équilibré. Oui, mais le shonen Sur a les pris une webtoons, grosse, le shonen, le shoujo a pris une grosse place justement à partir des années 2000. même au-delà. Voilà. Même ce qu'on appelle le shonen, qui est donc traditionnellement de Oui. la BD pour garçons, au Japon en tout cas, et c'est quand même beaucoup lu par les filles en France. Euh, le webtoon, le format webtoon est beaucoup plus lu par les filles que par les garçons, ce qui fait que alors, là, je t'avoue que j'invente peut-être, hein, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait presque 2 tiers de filles par rapport au nombre de garçons. Peut-être pas 2 tiers, mais c'est peut-être 60% de filles, tu vois, un truc comme ça. Bon, il faudrait vérifier les chiffres, hein, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a vraiment beaucoup plus de filles que de garçons, d'une part, et effectivement, les séries qui marchent le plus, c'est quand même la romance. Mais honnêtement, pourquoi pas? Il faut pas oublier une chose, c'est que moi, tout fan de comics américains que je suis, pourquoi j'aimais bien lire Spider-Man? Bah, parce que je me demandais si Peter Parker il allait réussir à sortir avec, enfin à conclure plus ou moins avec Mary Jane. Pareil, C'est bon, t'as est-ce dit, que t'as dit Scott Mary Jane, Summers allait réussir? t'aurais dit Gwen Stacy, j'aurais dit, oh le vieux, il a dit Mary Jane, ça va. Bah ouais, non, je pouvais pas dire Gwen Stacy parce que moi, quand j'ai commencé à lire des comics, Gwen Stacy, elle était déjà morte. Ouais, pareil. Donc Pareil, c'était forcément, triste. je pouvais pas dire ça. Mais par contre, ouais, c'était vraiment c'était vraiment Peter qui sortait avec Mary Jane à l'époque. Ouais, ouais. Et, et sinon. Pareil, est-ce que Scott Summers va se marier avec Jean Grey? Est-ce que Gambit va réussir à conclure avec Malicia? Alors que si jamais il fait ça, il risque Mais Scott de Summers, c'est mourir compliqué parce quand que même, hein.
Scott Comment? Summers, c'est compliqué. Est-ce qu'il s'est marié, mais pas avec elle? Enfin bon, on va pas rentrer dans Ouais, ouais. l'histoire des Donc X-Men, on c'était va pas tout s'en ce côté sortir. soap opéra finalement que je retrouvais dans les comics que j'aimais bien. Alors bien sûr, j'aimais bien les bagarres, j'aimais bien les thématiques qui étaient abordées, mais finalement, pourquoi j'étais un grand fan des X-Men? Bah, parce que les X-Men c'était un putain de soap opéra. Ah oui, totalement. Et donc finalement, ces éléments de romance, bah, quelque part, on peut les retrouver, enfin, on les retrouve systématiquement dans les webtoons, et il faut juste accepter que, bah voilà, ça fait partie même les garçons finalement aiment la romance, c'est juste qu'ils veulent pas le dire. Et Et ce qui est bien, c'est que sur le webtoon, tu bah, peux le lire sur ton téléphone sans que personne le voit, c'est ça? exactement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, bon, je pense que de toute façon, on en est qu'au début du raz-de-marée, donc la démographie va évoluer très vite et je pense que ça va s'équilibrer plus ou moins. Mais une chose est sûre, la romance va pas partir. La romance, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Et au-delà même de la romance, il y a d'autres secteurs qui marchent très très bien. Donc c'est le boys love, donc la romance Ouais. entre mecs, qui est lue essentiellement par des filles, d'une part. Et il y a aussi bien sûr les webtoons pour adultes, donc avec des scènes porno aussi bien hétéro que homo. Ouais. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et mais ça marche très bien parce qu'encore une fois, comme tu dis, tu peux le lire discretos sur ton téléphone. C'est pas c'est pas comme je sais pas, il y a encore une dizaine d'années où si tu voulais lire ton manga de cul, bah voilà, t'étais obligé Ouais. de soit de mettre une jaquette par-dessus, puis Ouais. tu pouvais quand même risquer d'avoir quelqu'un qui allait regarder ce qui se faisait, enfin ce que tu étais en train de faire. Ouais, Alors c'est finalement, ça, avec ton c'est... téléphone, t'es peinard. Tu peux même avoir toute ta collection sur ton téléphone sans que tes parents se rendent compte que tu as acheté 200 mangas de cul. Et je parle même Hmm. pas de. Enfin, il s'agit pas comment dire, d'encourager les jeunes qui n'ont pas 18 ans à acheter ces BD illégales, hein. Même si, bon, on sait tous que quand on n'avait pas 18 ans, c'est précisément dans ces moments-là qu'on avait besoin d'avoir des BD de cul, parce qu'après, on en a un peu moins besoin. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à 18 ans, il y a encore beaucoup de gamins qui habitent chez leurs parents. Et finalement, ils ont peut-être pas envie de reconnaître que ils ont toute cette consommation C'est beaucoup de plus BD dur de de cul cacher un dans leur intégral de téléphone. Druna. C'est beaucoup plus dur de cacher une Voilà. intégrale de Druna dans la bibliothèque. On le voit bien quand même. Euh, Exactement. Ah bah surtout que si tu as l'intégrale de Druida dans ta bibliothèque, il y a de fortes chances que ton père vienne te la piquer parce que ouais, c'est quand même de ouais, la BD de vieux. ouais. Mais bon, Non, mais ils ont fait une couverture bien ouais, jaune, tu vois, bien vieux, bien, bien flashy, que tu vois de loin. ouais. En tout cas, une chose est sûre, enfin, il y a plein de raisons qui font que, bon, là, je parlais pas de romance, je parlais donc Ouais. de cul, mais même dans les BD de cul, en fait, même dans les webtoons de cul, il y a quand même toujours des éléments de romance. En fait, la romance est omniprésente dans le format webtoon. Et bah, ça fait partie des ingrédients. Et d'ailleurs, ça fait partie des ingrédients que justement, nous, on va rajouter au max dans Z United saison 2. On rigole déjà d'avance avec toutes les possibilités qu'on a. On va bien se marrer. D'accord, bah super, merci beaucoup. Juste, je vais changer un peu de sujet parce que, bah, étant donné que j'ai beaucoup aimé deux des BD que tu as traduites, qui sont Invincible et The Walking Dead, tu es toujours le traducteur officiel de Kirkman ou Alors pas? officiel non, parce que alors Oui, j'aurais bien aimé, hein, d'autant que ça partait vraiment comme ça au départ, mais finalement il y a quelques-unes de ces séries qui m'ont échappé. Bon, c'est pas hyper grave, hein, c'était pas forcément des séries après lesquelles je courais, donc ça me dérange pas plus que ça. Je suis très très content de faire ces dernières séries. Alors bon, dans ces dernières séries, il y en a une dont j'étais pas, enfin, je sais pas que j'étais pas fan, j'étais très enthousiaste à l'idée de la faire, puis après, en la faisant, je me suis un peu fait chier. C'était Die Die Die, une histoire très très violente d'un agent secret. Bon, j'en dirai pas plus. Il faut le lire, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste un peu. Enfin, je me suis pas hein, marré autant que je l'espérais. Euh, là, je suis en train de faire. Je fais pas mal de relectures parce que Delcourt fait beaucoup de rééditions au format intégral. Donc on a la réédition bientôt de Brit, qui était donc ouais. comment ça s'appelle, une version. Euh, bon, c'est un vieux truc qui était déjà sorti chez Delcourt, mais qui est quand même intéressant. Oui, puis Ça sort en qui est intégré intégrale. dans l'univers Invincible, donc... Ouais, exactement, ouais, ça fait partie de l'univers Invincible, c'est pour ça. Euh, et donc, je fais Firepower, ce qui est la seule nouveauté de Kirkman en ce moment sur laquelle je travaille. Là, c'est une histoire un petit peu proche on va dire, c'est une quête initiatique au départ. C'est l'occidental qui va dans l'Himalaya trouver un maître qui va lui apprendre les secrets des arts martiaux. Et puis donc après, il revient
Il revient aux États-Unis, il va se passer plein de choses parce que justement, comment dire, là où il a été formé, ben, il se passe, il y a des gens qui meurent, il y a des batailles secrètes qui vont être menées. Et bon, c'est pas, je dirais, c'est pas hyper ambitieux en tout cas, Petit côté pas Iron en Fist. apparence. Pardon? Il y a un petit côté Iron Fist dans ce que tu racontes. Ah mais complètement, c'est complètement Iron Fist, hein, c'est pour ça, je l'ai pas dit, mais c'est évidemment Mhm. ça. Euh, et moi je m'éclate parce que justement j'étais un gros fan d'Iron Fist quand j'étais gamin, et je suis très content de retrouver ce genre d'esprit dans une BD que je traduis. Et la dernière BD où t'as vraiment pris ton pied à traduire, là, ces derniers temps, le truc que tu dis, ouah, j'ai vraiment de la chance d'être tombé dessus. Alors, c'est probablement les trois Jokers qui sont sortis tout Ouais, récemment chez Urban Comics. Je suis un gros fan du travail de Geoff Jones. J'ai adoré traduire l'intégralité de son run sur Green Lantern chez ouais. DC Comics, donc publié en français chez Urban. J'ai aussi énormément adoré traduire Doomsday Clock, qui était pour moi un peu un élément fondateur de mon, enfin pas fondateur parce que je l'ai traduit il y a 2 ans, mais un élément très important de ma carrière de traducteur parce que c'était l'aboutissement de plein de choses. Doomsday Clock, c'est l'intégration dans l'univers d'ici des personnages de Watchmen. Watchmen, c'est ma BD préférée de tous les temps. Je la relis plusieurs fois par an et chaque fois je découvre des nouveautés dedans. Des nouveautés, je découvre de nouvelles choses qui m'avaient échappé. Et alors, traduction de manchette Euh, ou nouvelle traduction? Pardon? Traduction de manchette ou nouvelle traduction? Pour, Ah ben moi ouais. je le lis Tu en lis en VO anglais pour le coup. et après Oui. justement quand j'étais plus jeune je l'ai découvert dans la traduction de Manchette, même non c'est pas tout à fait vrai, je l'ai découvert dans la traduction à Reddit mais c'était pas terrible et de toute Mm. façon la traduction à Reddit n'était pas allée au bout, donc après je l'ai découvert dans la traduction de Manchette chez Zenda et bah, j'avais trouvé ça génial évidemment et bon après je l'ai très vite acheté en anglais pour le relire et enfin bref, pour moi Watchmen c'était hyper important. Et donc le fait de travailler sur bon j'avais déjà fait les Before Watchmen avant, mais Before Watchmen c'était beaucoup moins ambitieux que Doomsday Clock. Et donc travailler sur Doomsday Clock j'avais adoré. Et donc ça aussi c'est un travail de Geoff Jones. Et j'ai trouvé d'ailleurs que de la même manière que Doomsday Clock, bah, c'est quand même je trouve un hommage intéressant à Watchmen. Les trois Jokers c'est aussi un hommage très intéressant au Killing Joke toujours d'Alan Moore, même il y a une bonne partie qu'on peut attribuer à Brian Bolland. Mais en gros, pas Killing Joke, les trois Jokers, c'est vraiment, enfin pour moi, j'ai trouvé ça génial. C'est un hommage justement à Killing Joke puis au Joker en tant que personnage depuis des années. Je trouvais ça fascinant. Voilà. J'ai Ok. adoré bosser dessus. En tout cas, en tant que traducteur, je crois que c'est ma dernière excellente expérience. Et donc, on va revenir sur notre question, nous, habituelle, notre question qui est marronnière. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée? Le dernier truc que tu t'es dit, ah, franchement, ça, je suis vraiment content de l'avoir lu, il faut que tout le monde le lise, il faut que j'en parle. Ouais, alors c'est pas une découverte dans le sens où bah, ça fait longtemps que je suis fan de ce gars-là. C'est donc le dernier Riyad Satouf, le jeune acteur qui raconte comment il avait casté l'acteur qui joue le rôle principal dans le film Les Beaux Gosses, qui était donc son premier film il y a, je sais pas, une douzaine d'années ou une quinzaine d'années, je me rends pas bien compte. Et il raconte ça avec son style habituel, donc un style qui est très proche de la jeunesse qu'il a côtoyé en tant que pion, parce qu'il était pion, comment il s'appelle, Satouf. Et ouais, moi j'achète tout ce qu'il fait, et chaque fois je suis toujours épaté, que ce soit l'Arabe du futur, les cahiers d'Esther, je suis hyper client de tout ça. Et puis non, bien sûr Pascal Brutal, qui est, qui est mon, enfin, qui a pissé de rire. Bref, donc Satouf, dans Le jeune acteur, donc il raconte cette rencontre avec cet acteur qui va devenir le rôle principal de son film et qui va avoir un succès inattendu, enfin inattendu. Non, il n'était pas forcément inattendu, mais on va dire que le gamin, lui, s'y attendait pas, puisque forcément, il a été casté parce qu'il avait un physique qui n'était pas justement un physique de beau gosse, puisque c'était le principe même du film. Ouais. Et donc bah, voilà, l'histoire est racontée à la fois du point de vue de Riyad Satouf et du point de vue de l'acteur. Alors, je vais pas dire son nom parce que je vais dire des conneries, mais il s'appelle peut-être Vincent Lacoste, mais peut-être que je viens de l'inventer. Il me semble J'avoue, bien je que sais c'est plus. ça. Ouais, donc si c'est ça, tant mieux. Euh, et donc voilà, c'est
c'est intéressant pour les deux points de vue mis côte à côte parce que justement, ils n'ont pas du tout tous les deux le même ressenti au même moment, ce qui est normal. Il y en a un, c'est un adulte, c'est un professionnel, c'est un peu une vedette, et l'autre, bah voilà, c'est un nobody qui sort de son lycée que personne connaît, qui a des potes qui sont tous des losers. Donc c'est vachement intéressant cette mise en parallèle. Et puis ouais, j'adore les dialogues, et comment dire. Satouf arrive à trouver dans des petits riens, c'est-à-dire juste dans des situations, dans des échanges, dans des petites anecdotes, il arrive à trouver le moyen de nous faire rire et de trouver le son qui fait juste. Donc en fait, c'est un grand observateur de la société et des gens. Et je trouve ça super la manière dont il retranscrit ça. Alors, c'est assez paradoxal. Enfin, les gens qui me connaissent bien savent que je suis un petit peu l'anti-Riyad Satouf, dans le sens où Satouf, il est super bienveillant. Moi, je déteste ça, la bienveillance. Moi, j'adore me moquer des gens, j'adore être méchant. Je pratique pas du tout comment dire, tout ce côté, ben voilà, l'ultra bienveillance d'aujourd'hui, elle me rend malade. Et donc tout le discours de Satouf en dehors de ses BD, ça me gonfle. Euh, Alors que justement, je trouve que ces BD sont géniales et que c'est comme ça qu'il faut faire aimer les gens, c'est en mettant en scène des histoires. C'est pas en disant aux gens, c'est pas en allant voir les gens en leur disant, hé toi, il faut que tu sois un peu plus gentil là parce que ce que tu fais c'est pas bien, c'est mal et puis t'es méchant. Je trouve que ça c'est pas c'est pas efficace. Alors là, je caricature, c'est évidemment pas comme ça qu'il fait, mais je trouve qu'il y a un mouvement. Alors moi je baigne dedans, sans doute toi aussi, parce que quand on est quand on traîne sur les réseaux sociaux et que, on va dire, 80% de notre entourage, bah, ce sont des professionnels de la BD, et ben, tout le monde baigne dans cette espèce d'ultra bienveillance forcée, et je trouve ça nauséabond en fait. Pour moi, il est là le vrai fascisme, justement, il est dans cette euh, comment dire, dans cette nécessité de la bienveillance, dans cette nécessité, on nous exhorte à être en permanence bienveillant. On peut même plus faire la moindre blague parce qu'elle risque de choquer quelqu'un. Il faut pas utiliser tel ou tel mot parce que ça va être un trigger word qui va déclencher peut-être une crise de larmes chez quelqu'un à l'autre bout de la planète. Moi, ça me rend dingue ça. Cette espèce de déresponsabilisation de la société qui donc oblige à la bienveillance. Moi, je trouve ça insupportable. Et donc, paradoxalement, alors que donc Riyad Satouf est le champion du monde de la bienveillance, ben, j'adore ses BD et, et je sais pas. Donc, alors que je suis peut-être pas le public, mais peut-être que si justement je suis le public. Et c'est ça que j'arrive pas honnêtement à analyser ce paradoxe. Et donc chaque fois que j'achète c'est quasiment le seul mec dont j'achète les BD, dont je lis les BD même sans être payé, hein. C'est-à-dire qu'en gros, moi, mon boulot, c'est essentiellement lire des BD, traduire des BD, relire des BD, encadrer des BD. Et donc je reçois plein de BD tout le temps. J'ai des piles de BD dans mon bureau partout que je ne paye pas. Enfin, je les paye puisque c'est mon boulot et donc ça fait partie de mon boulot. Mais en gros, voilà, je fais pas Oui. l'effort d'aller en librairie les acheter. Le seul que j'achète vraiment, ou un des seuls, c'est vraiment Riyad Satouf. Et lui, je me pose pas la question. Je sais que de toute façon, je vais m'éclater quand je vais lire ses BD, alors que, bah, intuitivement, on pourrait croire que c'est pas mon style d'humour, mais en fait, si, complètement. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Ok, donc le mystère s'atouffe, c'est très intéressant. Bah Ouais. ouais, non, c'est... Ok, bah merci beaucoup Edmond. Si on veut un peu suivre ton actualité, tout ton travail et ce que tu fais, justement, parler des réseaux sociaux, si on veut se faire insulter par ton manque de bienveillance, où est-ce qu'on doit Oui. aller te consulter? Alors, le mieux pour se faire insulter, surtout en public, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Et il vaut mieux prendre les réseaux sociaux. Merde. Il faut mieux prendre le réseau social Facebook parce que c'est là que je suis le plus actif et c'est surtout là que je vais pouvoir insulter les gens sans trop me faire emmerder. Parce que le problème de Twitter, c'est que avec les hashtags, on peut vite se faire dénoncer et après, je vais me Ouais. faire chasser en meute par des gens qui vont vouloir me faire virer de mes différents métiers. Et donc, ça c'est compliqué d'insulter les gens sur Twitter parce que ça peut vite devenir un cauchemar international. Mais suivez-moi quand même sur Twitter, hein. Donc, mon compte Twitter, c'est juste Touriol, Touderiol. Sur les réseaux sociaux comme Facebook, eh bien, j'ai deux comptes, puisque j'ai mon compte perso. Donc, je vous encourage pas forcément à me demander un ami sur mon compte perso, mais vous pouvez suivre mon compte qui s'appelle très sobrement Edmond Touriol, scénariste BD et traducteur comics, je crois. J'ai mis la dose pour avoir les mots-clés. Il faut. Et puis ouais, après vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, c'est Edmond Touriol en un seul mot, mais après sur Instagram, je poste surtout des photos de moi qui bois des coups, donc faut juste aimer les gens qui boivent de la bière. Et puis bien entendu, vous avez les réseaux sociaux de Macma,
Donc là, vous cherchez avec soit Macma, soit Studio Macma, sur tous les réseaux que je viens de citer. Également d'ailleurs sur LinkedIn, hein, si vous voulez faire du business avec moi, pour une raison ou pour une autre, hein, si vous voulez être mon client ou entrer chez Macma en tant que traducteur, lettreur, coloriste, etc., vous pouvez me joindre sur LinkedIn. C'est pareil, je n'utilise pas de pseudo, donc vous cherchez Edmond Touriol. Encore une fois, donc il y a une page Macma sur tous ces réseaux. Et si vous voulez aussi suivre l'actualité de Z United, eh bien, nous avons une page Facebook qui s'appelle Z United Webtoon, d'une part, et on a également un compte Instagram qui s'appelle lui aussi, je pense, Z United Webtoon. Je peux me tromper, mais je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Ok, je rajouterai tout ça dans l'article sur notre site lavoidesbulles.fr où vous trouverez aussi toutes les façons de nous retrouver sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines publications, de nos prochaines émissions. Merci beaucoup Edmond, et puis j'espère très bientôt te relire et relire tous tes jolis mots dans les bandes dessinées que tu m'as fait énormément apprécier. À très bientôt, Voilà, merci. si vous voulez savoir, donc chers auditeurs, comment je parle vraiment dans la vie, eh bien regardez, enfin allez lire comment parle Negan et vous comprendrez mon manque de bienveillance. Merci Pierrick, à bientôt. Allez, à bientôt, ciao.